Mon harceleuse a épousé mon meilleur ami. Il n'avait aucune idée qu'elle me suivait depuis un an jusqu'à ce qu'elle sourie d'un air moqueur et dise « Maintenant, nous sommes une famille ». Ce que j'ai fait ensuite lui a fait perdre la tête. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications dès maintenant car nous avons de nouvelles histoires tous les jours, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Fin janvier, mon meilleur ami Mathis m'appelle avec une voix de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Il est fiancé. Au début, je suis vraiment heureux pour lui. Mathis est l'un de ces gars admirablement fiables. Il ramène les caddies de supermarché. Il laisse de bons pourboires. Il est sincère quand il vous demande comment vous allez. Il se souvient des anniversaires sans que les réseaux sociaux ne le lui rappellent. Il vient vous aider à déménager sans que vous ayez à le lui demander 2 fois. Nous étions inséparables depuis le collège. 14 ans d'amitié. Le genre d'ami que vous aideriez à cacher un corps sans poser de questions. Vous vous pointeriez simplement avec des gants et une pelle. C'était la confiance que nous avions. Puis, il m'envoie une photo. Mon estomac s'est noué comme si quelqu'un avait coupé le câble de l'ascenseur. C'était Camille, souriante, tenant une bague en inclinant la tête comme si elle était incapable de faire du mal. Les mêmes yeux calculateurs que je documentais depuis 11 mois. Le même sourire qui me suivait dans les cafés, les salles de sport et les supermarchés depuis presque 1 an. Elle ne m'a pas seulement suivi. Elle a trouvé la seule personne en qui j'aurais toujours confiance. Avant que quelqu'un ne dise que j'exagère, voici la chronologie. Moi, un homme de 28 ans, j'ai rencontré Camille à la fête d'anniversaire d'un ami presque 1 an auparavant, en février. Une de ces soirées où tout le monde connaît tout le monde, à l'exception d'une poignée d'inconnus. Elle était attirante, mais de cette manière qui crie qu'elle a certainement un téléphone jetable et un dossier secret qui vous est consacré. Il y avait quelque chose de bizarre dans ses yeux, comme si elle faisait des calculs tout en vous souriant. Elle riait trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Elle restait dans mon espace personnel. Elle posait des questions comme si elle effectuait une vérification d'antécédents. Où travailles-tu? Quelle salle de sport? Quelle est ta routine? Quelle voiture? Où te fais-tu couper les cheveux? Je suis un ennuyeux expert en sinistre de la région de Lyon qui gagne 60 000 € par an. La salle de sport avant le travail, des chiffres toute la journée, les week-ends avec des amis, sans aucune ambiance mystérieuse qui pourrait être mal interprétée. Rien qui ne crie, s'il te plaît, sois obsédé par moi. C'est pourquoi cela n'avait aucun sens que Camille me choisisse comme son projet personnel. Je n'ai rien fait avec elle ce soir-là. J'ai à peine parlé au-delà des politesses de base. Je suis parti tôt parce que son attitude criait « futur rapport de police ». 2 jours plus tard, elle me suit sur Instagram. Classique. Puis LinkedIn, drapeau rouge. Puis elle s'est inscrite à ma salle de sport, littéralement. Mardi matin, 6 h du matin, Basic Fit. Elle est là. Un tapis de course plus loin, avec sa capuche sur la tête comme si elle était sous le programme de protection des témoins. J'ai fini mon cardio. Elle a fini en même temps. Je suis passé au poids. Elle s'est déplacée vers les machines près de moi. Elle n'a jamais établi de contact visuel, orbitant simplement comme un satellite cassé. C'est là que j'ai commencé à tenir les comptes. Quand vous êtes un homme et que vous dites « cette fille me harcèle », les gens traitent cela comme de la fausse modestie. Cela change quand vous commencez à leur montrer les horodatage. La première phase a été celle des observations. Au printemps, elle a cartographié toute mon existence. D'abord, ce fut ma salle de sport, le même Basic Fit, à la même heure tous les matins, toujours à une machine de moi. Ensuite, mon café, apparaissant 3 minutes après moi à chaque fois, comme si elle avait synchronisé sa montre avec la mienne. Elle commandait toujours quelque chose de compliqué, regardait toujours dans ma direction en attendant. Puis, le parc pour chiens où je gardais le Golden Retriever de mon ami. Elle n'avait même pas de chien. Elle s'est juste assise sur un banc pendant 45 minutes à me regarder lancer une balle de tennis comme si elle avait payé l'entrée pour le spectacle. En mars, elle ne prétendait même plus que c'était une coïncidence. J'ai changé mon heure de sport de 6 h du matin à 19 h. Elle s'est adaptée en 3 jours. J'ai essayé un autre café de l'autre côté de la ville. Elle y était le lendemain matin. Chaque test que je faisais, elle le passait comme si elle avait mon calendrier synchronisé avec le sien. À la fin de l'été,
Elle avait complètement renoncé à la subtilité. Elle se tenait assez près pour que je puisse sentir qu'elle m'observait, puis elle détournait rapidement le regard si je me retournais. Parfois, elle prenait des photos, pas des selfies, des photos de moi, comme si j'étais le sujet et qu'elle créait une documentation. Je la surprenais en train de lever son téléphone, de le pointeur vers moi, de zoomer sur mon visage depuis l'autre bout de la salle de sport. Elle n'était même pas gênée quand je la regardais directement, elle continuait simplement comme si j'étais un bien public. La deuxième phase a été celle des messages. L'été, c'était elle qui me racontait ma vie comme si elle était au premier rang. Pas un « salut », pas un « comment ça va », rien qu'un être humain normal n'envoie à quelqu'un qu'il connaît à peine. Toujours des commentaires. Toujours des observations que je n'avais jamais demandées. Tu as l'air fatigué aujourd'hui. Peut-être devrais-tu dormir plus. Tu devrais changer de marque de protéines. C'est de la poubelle pour la masse musculaire maigre. Tu as été plus amical avec la caissière blonde qu'avec moi. Choix intéressant. Ta coupe de cheveux te va mieux que le mois dernier. Bonne décision pour le dégradé. Tu as séché le sport hier. Tout va bien? Ce n'est pas ton genre. Je ne lui avais jamais dit ma marque de protéines. Je n'avais jamais mentionné mon emploi du temps ou l'endroit où je me faisais couper les cheveux. Je n'avais jamais parlé de la caissière avec qui j'avais discuté du temps pendant 30 secondes. Je l'ai bloquée. Elle a créé de nouveaux comptes avec des noms et des numéros aléatoires. Sunflower Bip 28, Observé 7743, Pisfel Waché 2891. Impossible à filtrer avant qu'elle n'ait déjà envoyé quelque chose. J'ai complètement changé de salle de sport. Je suis allé dans une autre succursale à 25 minutes de mon appartement. Elle y est apparue aussi. 3 jours après mon changement, j'ai décidé de prendre un nouveau numéro de téléphone. Je ne l'ai dit à presque personne, seulement à ma famille, à mes amis les plus proches et à mes contacts professionnels essentiels. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu qui disait simplement « Nouveau numéro ». Mignon. Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai lu ça. Le message était clair comme de l'eau de roche. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à son attention. Elle voulait que je me sente traqué. Je suis analyste de profession. Je passe mes journées à organiser des données, à enquêter sur des réclamations, à repérer des modèles. J'ai vu suffisamment de cas de fraude à l'assurance pour savoir exactement comment les preuves doivent être présentées pour résister à un examen minutieux. J'ai donc appliqué cette même énergie à Camille. S'il n'y avait pas d'horodatage, cela n'avait pas eu lieu. Capture d'écran de chaque message, date et heure de chaque observation enregistrée avec des détails de localisation précis. Chaque fois que je la surprenais en train de prendre des photos de moi, je la prenais en photo. Je montais un dossier juridique avec le genre de documentation qui tient la route devant un tribunal. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que les personnes comme Camille ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes. Elles vont de plus en plus loin jusqu'à ce que quelqu'un les oblige à arrêter. Puis est venue la confrontation. 3 jours après le message sur mon nouveau numéro, elle m'attendait dans le hall de ma salle de sport quand je suis sorti. Elle se tenait simplement là, près de la réception, bloquant la sortie, me souriant comme si nous étions de vieux amis qui avaient prévu de se retrouver. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Tu dois arrêter de me suivre. Elle a cligné des yeux avec ce faux regard innocent comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Je fais juste du sport. C'est une salle de sport publique. Arrête de me contacter. Arrête de te pointer dans les endroits où je vais. Ceci est ton avertissement. La prochaine étape, c'est la police. Son sourire ne s'est pas effacé. Il s'est élargi, comme si elle appréciait de me voir enfin réagir. Tu es dramatique. J'essaie juste d'être amical. Ne me contacte plus. Je suis passé devant elle avec le téléphone toujours en train d'enregistrer et je suis allé directement à ma voiture. Je me suis assis là pendant 10 minutes à tout documenter. Heure, date, lieu, ce qu'elle avait dit, ce que j'avais dit. Les témoins à la réception qui avaient tout vu. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au cabinet d'un avocat. Cet enregistrement, cette confrontation, c'est ce qui m'a donné une base légale. La preuve d'un contact direct après que je lui avais explicitement dit d'arrêter. La preuve qu'elle me suivait, et non pas qu'elle me croisait par hasard. 2 jours plus tard, j'ai envoyé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé.
Cela m'a coûté environ 320 € avec la consultation et le dépôt, mais ça valait chaque centime. La lettre était juridiquement précise. Ne me contactez sous aucune forme. Ne m'approchez pas. Ne venez pas à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Tout contact supplémentaire sera considéré comme du harcèlement et fera l'objet de poursuites judiciaires. Signé par un avocat, envoyé avec suivi. Elle l'a signé 4 jours plus tard. J'ai l'accusé de réception qui prouve qu'elle l'a reçu. Cette lettre a établi une notification légale. Chaque geste qu'elle a fait après ce point n'était plus seulement effrayant, il était passible de poursuite. La troisième phase a été celle des preuves physiques et des attaques directes contre ma vie. À la fin de l'été, quelqu'un a laissé un Polaroid sous l'essuie-glace de ma voiture sur ma place de parking attitrée, chez moi. Une photo de moi à la salle de sport prise de derrière un râtelier de musculation, avec écrit au dos d'une écriture soignée, bonne posture, mauvaise attitude. Elle avait conduit jusqu'à ma résidence, avait marché dans mon parking dans l'obscurité, et avait trouvé ma voiture. Elle est restée là assez longtemps pour la glisser sous mon essuie-glace sans être vue. Cela a porté son intrusion dans le seul endroit qui aurait dû être sûr. Félicitations, chérie. Tu es une délinquante avec un album de scrapbooking. J'ai gardé ce Polaroid, je l'ai ajouté au dossier, j'ai acheté une caméra embarquée pour ma voiture, et j'ai fait des captures d'écran de chaque message quelques secondes après les avoir reçus. J'ai pris des photos d'elle chaque fois que je la surprenais en train de me photographier. Je montais un dossier qui tiendrait la route devant un tribunal et elle n'avait aucune idée que je le remplissais page par page avec son propre comportement. La quatrième phase a consisté pour elle à essayer de ruiner ma vie. Au début de l'automne, les ressources humaines m'ont appelé. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme alléguant que j'avais fait des avances non désirées lors d'un événement de réseautage de l'entreprise. Je n'étais jamais allé à cet événement. J'étais en dehors de la région pour rendre visite à ma famille ce soir-là. J'avais des billets de train et des reçus d'hôtel pour le prouver. J'ai montré au RH ma documentation de plusieurs mois, capture d'écran, chronologie, le Polaroid, tout ce que j'avais sur son modèle de comportement. Ils ont retiré la plainte immédiatement et l'ont enregistrée comme malveillante. Puis, elle s'en est prise à ma vie amoureuse. Je fréquentais une fille prénommée Léa. Peut-être 4 ou 5 rendez-vous. On s'entendait très bien. Une semaine plus tard, Léa m'envoie un message. Ton ex m'a contacté et m'a dit que tu ne l'as pas oublié et que je devrais faire attention. Je n'ai pas d'ex qui ferait ça, mais j'avais Camille. Elle avait trouvé Léa, lui avait envoyé un message avec une histoire inventée de toutes pièces sur la façon dont j'étais obsessionnel et ne pouvais pas la laisser partir. Léa a reculé après que je lui ai montré la chronologie complète. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas vouloir sortir avec quelqu'un qui est flanqué d'un drone de surveillance humain. C'est là que j'ai pleinement réalisé ce que Camille faisait. Elle n'était pas seulement obsédée, elle agissait de manière stratégique pour détruire ma capacité à avancer dans ma vie. Elle me voulait isolé, paranoïaque et réactif pour pouvoir jouer les victimes. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. J'ai simplement continué à ajouter au dossier chaque geste qu'elle faisait, chaque limite qu'elle franchissait, construisant l'affaire qui mettrait enfin un terme à ce cauchemar. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant qu'elle détruisait ma vie amoureuse, elle sortait avec mon meilleur ami. J'ai appelé Mathis immédiatement après avoir vu cette photo de fiançailles. Je n'ai même pas attendu 5 minutes, je l'ai tout de suite appelé. Je lui ai demandé depuis combien de temps ils sortaient ensemble. 6 mois. Donc, vers la fin juillet, juste au moment où elle a intensifié son harcèlement envers moi, juste au moment où elle a commencé à apparaître plus fréquemment, à envoyer des messages plus agressifs, à repousser chaque limite, le timing prenait tout son sens de la pire des manières possibles. Elle sortait avec mon meilleur ami pendant qu'elle me harcelait activement. Elle s'était introduite dans mon cercle intime par la porte de derrière. Elle avait trouvé une porte d'entrée que je n'avais jamais vue venir, car je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi patiente ou stratégique. Je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé le dossier, chaque capture d'écran, chaque horodatage, le Polaroid avec « bonne posture », mauvaise attitude, écrit au dos, le SMS, nouveau numéro. Mignon, qui prouvait qu'elle avait réussi d'une manière ou d'une autre à trouver mon nouveau numéro de téléphone. Les faux comptes avec ces messages effrayants, la plainte au RH qu'elle avait déposée pour essayer de me faire renvoyer. Les messages qui se lisaient comme si elle essayait de vivre dans ma tête sans payer de loyer. 11 mois de preuves en pensant que sûrement il verrait ce que je voyais.
Il y a eu un long silence au téléphone qui s'est prolongé sur un territoire inconfortable. Le genre de silence où vous pouvez entendre l'autre personne respirer et où vous savez qu'elle essaie de trouver quoi dire. Puis il a dit, j'ai besoin de réfléchir à ça. Pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pas, je vais tout annuler. Pas, mon Dieu, je n'en avais aucune idée. Juste un silence suivi d'hésitation. Le genre d'hésitation qui vous dit que quelqu'un a déjà pris une décision et cherche seulement des raisons pour la justifier. Le genre qui vous dit que la décision a été prise avant même que vous ne commenciez à parler. C'est là que j'ai su que je ne le récupérerais pas. Voici ce que je ne savais pas à ce moment-là, Camille avait joué la victime auprès de Mathis pendant des mois. Elle lui avait dit que j'avais mal interprété les signaux lors de cette fête où nous nous étions rencontrés, que j'avais été un peu trop insistant et qu'elle essayait de garder les choses courtoises entre nous. Que j'étais devenu bizarre quand elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, qu'elle ne se sentait pas en sécurité près de moi. Mais qu'elle ne voulait pas causer de drame dans son groupe d'amis parce qu'elle savait à quel point il tenait à ses amitiés et qu'elle ne voulait pas être la raison pour laquelle il perdrait des gens. Elle m'avait dépeint comme étant le problème avant même que je ne sache qu'elle faisait partie de sa vie. Elle avait passé 6 mois à préparer le terrain, à construire un récit, à se préparer exactement à ce moment où je le découvrirais inévitablement et où je le confronterais avec des preuves. Alors, quand je suis arrivé avec un dossier plein de preuves, je ne démasquais pas une harceleuse. Je confirmais son histoire pour lui. J'avais l'air obsédé. J'avais l'air du gars qui n'arrivait pas à la lâcher. Je ressemblais exactement à ce qu'elle lui avait décrit pendant 6 mois. C'était brillant de la manière la plus maléfique possible. Elle l'avait immunisé contre la vérité avant même que je puisse la livrer. Mathis m'a rejoint pour prendre un café 2 jours plus tard. Il avait l'air fatigué, épuisé, tiraillé d'une manière que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il a dit qu'il croyait qu'il s'était passé quelque chose, mais que j'exagérais peut-être, que Camille souffrait d'anxiété et que peut-être certains des messages étaient mal formulés, mais qu'il n'avait pas d'intention malveillante. Que les photos auraient pu être une coïncidence, que beaucoup de gens vont chez Basic Fit, que peut-être elle vivait simplement à côté et que tout était une malheureuse coïncidence de timing, qu'elle travaillait sur elle-même pour s'améliorer et qu'il voulait la soutenir là-dedans. Je suis resté assis là, réalisant que je me battais contre un récit qu'elle avait passé 6 mois à construire brique par brique. Chaque preuve que j'avais, elle la lui avait déjà expliquée. Chaque drapeau rouge que je soulevais, elle l'avait déjà recadré comme de l'anxiété, une coïncidence ou un malentendu. Il ne regardait pas les faits. Il regardait 2 histoires contradictoires venant de 2 personnes auxquelles il tenait, et il avait déjà choisi laquelle croire. Il a dit qu'il l'aimait, qu'elle le rendait heureux, qu'il pensait que j'étais protecteur, mais peut-être trop protecteur, qu'il appréciait que je m'inquiète pour lui, mais qu'il était un homme adulte capable de prendre ses propres décisions. Puis il m'a lâché la phrase qui a tout achevé, je crois que tu dois laisser couler, mon pote, pour le bien de tout le monde. Je n'ai pas discuté. Ça n'avait aucun sens. On ne peut pas faire sortir quelqu'un avec de la logique d'une position qu'il n'a pas atteinte par la logique. Très bien. Fais ce que tu veux, mais je ne serai pas là pour y assister. Il a eu l'air surpris, comme s'il s'attendait à ce que je me batte davantage. Je ne l'ai pas fait. J'ai payé mon café et je suis parti. La dernière vraie conversation que nous avons eue pendant très longtemps. 3 mois plus tard, Mathis s'est marié. Un mariage de printemps, dans un lieu en plein air, probablement magnifique. Je n'ai pas été invité. Je ne m'attendais pas à l'être. Je ne voulais pas l'être. Je pensais que ce serait la fin, qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. La légitimité, l'accès à sa vie, une bague, un nouveau nom de famille, une position sociale qui la rendait intouchable. Elle avait gagné la partie. Elle connaissait bien le jeu auquel elle jouait. Fin de la partie. Elle pouvait continuer sa vie et me laisser en paix. J'avais tort. Il s'avère que le mariage ne l'a pas satisfaite. Cela lui a simplement fourni une couverture. Maintenant, elle n'était plus une fille lambda qui me suivait. Elle était la femme de Mathis. Elle a joué tout le rôle de la nouvelle épouse, mais l'a braqué comme une arme. Elle pouvait se pointer à des événements d'amis communs et je passerais pour l'idiot si je rendais la situation bizarre. Elle pouvait être sur des photos de groupe, elle pouvait être dans des soirées quand j'entrais. Elle était maintenant tissée dans le tissu social et la retirer signifiait tirer sur des fils qui me feraient passer pour un fou. Elle le savait et l'a utilisé avec une précision chirurgicale. La première fois que je l'ai vue après le mariage,
c'était lors d'un barbecue dans le jardin d'un ami commun au début de l'été. Je ne savais pas qu'elle serait là. Personne ne m'avait prévenu. S'il l'avait fait, je n'y serais pas allé. Je suis arrivé et elle était déjà installée près du barbecue à parler avec des gens que je connaissais depuis des années, riant à leurs blagues, jouant le rôle de la charmante épouse de Mathis comme si elle l'avait répété toute sa vie. Elle avait même apporté un plat d'accompagnement, une salade de pommes de terre, comme une personne normale qui n'était pas une harceleuse documentée avec une ordonnance d'éloignement dans son avenir proche. J'ai gardé mes distances, je n'ai pas interagi, je ne l'ai même pas regardé directement, j'ai juste parlé aux gens que j'étais venu voir et je me suis occupé de mes affaires. Je suis resté de l'autre côté du jardin, j'ai écourté les conversations. J'avais prévu de partir tôt, mais elle s'est assurée que je sache qu'elle était là. Elle s'approchait chaque fois que je bougeais. Elle riait plus fort quand j'étais prêt. Ce rire faux et théâtral conçu pour attirer l'attention, elle touchait le bras de Mathis et me regardait en même temps. À un moment donné, elle m'a coincé près du frigo quand il n'y avait personne d'autre autour. Les gens s'étaient éloignés de l'autre côté de la cour. Nous n'étions que tous les deux pendant peut-être 30 secondes. C'est tout ce dont elle avait besoin. Elle m'a souri. Elle a incliné la tête de la même manière qu'elle l'avait fait à cette fête il y a plus d'1 an. Maintenant, nous sommes une famille, tu le sais, n'est-ce pas? Je l'ai regardée pour la première fois depuis des mois. Je l'ai vraiment regardée. Je n'ai rien vu derrière ses yeux, à part du calcul et la satisfaction de quelqu'un qui pensait s'en être tiré. Je ne lui ai pas rendu son sourire. Ne me contacte pas. Ne m'approche pas, éloigne-toi de moi. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, comme si elle pensait que je jouerais le jeu maintenant qu'elle bénéficiait d'une protection institutionnelle. Puis elle a ri. Pas un vrai rire, un rire méprisant. Tu es dramatique. Ne me contacte plus. Puis je suis parti. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai expliqué à personne pourquoi je partais tôt. Je n'ai pas pris Mathis à part pour une conversation qu'il n'écouterait pas de toute façon. J'ai simplement pris mes affaires et je suis parti comme si je venais soudain de me souvenir d'un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer. Plus tard dans la nuit, vers 23h, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, tu m'as embarrassé devant tout le monde. C'était impoli. J'essayais juste d'être amical. Pourrais-tu au moins essayer d'être civilisé pour le bien de Mathis? Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran en 5 secondes. Je l'ai ajouté au dossier qui comptait déjà plus de 100 pages. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt 3 jours plus tard. Des notifications de discussion de groupe. Est-ce que ça va? Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des semaines. Cette énergie nerveuse qui s'empare des gens quand ils ont vu quelque chose de moche et ne savent pas encore de quel côté se ranger. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. 32 secondes. Un enregistrement de téléphone tremblant. Un son terrible sans contexte. Juste moi à ce barbecue, debout près du frigo. Une voix tranchante et dure, ne me contacte pas, éloigne-toi de moi. Puis la voix de Camille, douce et confuse, j'essayais juste d'être amical. Coupure sur moi, m'éloignant rapidement pendant qu'elle reste là, paraissant petite et blessée. C'est tout. C'est toute la vidéo. On ne la voyait pas me coincer. On n'entendait pas son « maintenant, nous sommes une famille ». Dit comme une menace. On ne voyait pas le calcul dans ses yeux quand elle souriait. Juste moi qui avais l'air agressif et elle qui passait pour une victime. 32 secondes d'assassinat social. Elle l'avait publié dans une story privée. Elle avait ajouté une légende expliquant qu'elle ne se sentait pas en sécurité, qu'elle essayait de faire la paix avec les amis de Mathis et qu'elle avait été durement rejetée, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la détestais autant alors qu'elle avait juste essayé d'être gentille. Les commentaires étaient prévisibles. C'est effrayant. Est-ce que ça va? Mathis est au courant. En 6 heures, les amis communs sont devenus silencieux, sans me bloquer. Juste cette attitude froide et neutre que les gens adoptent lorsqu'ils ont décidé que vous pourriez être le problème, mais qu'ils ne veulent pas s'engager à le dire à voix haute. Je ne me suis pas défendu publiquement, je n'ai pas publié ma propre explication. Je n'ai pas inondé le groupe de discussion avec le contexte parce que c'est ce qu'elle voulait. Elle me voulait réactif, elle me voulait en train de fulminer à propos d'horodatage et de dossiers, et de dire à quel point j'étais la vraie victime ici. Elle voulait me faire passer pour un déséquilibré pendant qu'elle jouait l'épouse calme et confuse qui voulait juste que tout le monde s'entende.
J'ai envoyé un seul message dans le groupe de discussion qui était en feu, la vidéo est montée. Je n'en discuterai pas ici. Envoyez-moi un message en privé si vous voulez la chronologie complète. 3 personnes m'ont envoyé un message privé, 3 sur peut-être 15 dans ce groupe. Tous les autres sont simplement restés silencieux. Mathis m'a envoyé un message directement 1 heure plus tard. Pourquoi lui fais-tu ça? Elle a peur de toi. Pas un, que s'est-il passé, pas un, parlons-en, juste une accusation déguisée en inquiétude. Il avait déjà décidé que j'étais le méchant avant même de poser une seule question. Je lui ai envoyé une capture d'écran en réponse. Le message d'il y a 1 an. Celui qui m'avait glacé le sang. Nouveau numéro. Mignon. L'horodatage montrait qu'il était arrivé 1 semaine après que j'ai changé de numéro, un numéro que je n'avais donné qu'à peut-être 8 personnes au total, dont aucune ne l'aurait partagé avec elle. J'ai ajouté une ligne, elle me traque depuis plus d'1 an. C'est l'une des 100 preuves. L'accusé de lecture a montré qu'il l'avait vu. Il n'a pas répondu. 2 jours plus tard, Camille a publié une vidéo plus longue. 48 secondes cette fois. Elle, assise dans sa voiture, les yeux un peu rouges, la voix tremblante et douce, expliquant à quel point elle avait essayé d'être accueillante avec les amis de Mathis. Comment elle savait que j'avais eu une réaction bizarre envers elle lors de cette première fête, mais qu'elle pensait que le temps aiderait, comment elle avait espéré que le mariage unirait tout le monde, mais qu'au lieu de cela, je rendais les choses hostiles et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Qu'elle voulait juste la paix. La performance de toute une vie. Elle avait pratiqué ce tremblement dans sa voix, chronométré ses pauses à la perfection. Elle savait exactement comment paraître vulnérable sans paraître faible. Les commentaires se sont remplis de soutien. Tu ne mérites pas ça. Certaines personnes sont tout simplement toxiques. Mathis a de la chance de t'avoir. C'est alors que j'ai complètement compris ce qu'elle faisait. Le but n'était pas seulement de me harceler, c'était de m'isoler, de me couper de mes amis, de faire de moi l'agresseur dans chaque histoire. Elle avait renversé le scénario si minutieusement que, d'ici à ce que j'entame des poursuites judiciaires, elle aurait déjà une 12aine de témoins de moralité prêts à dire que j'étais obsédé, et que mon instabilité était le vrai problème. Elle m'avait provoqué lors de cette confrontation au barbecue, sachant qu'elle l'enregistrerait, la montrait jusqu'au moment le plus dur, sans aucun contexte, et la déploierait de manière stratégique pour monter mon propre groupe d'amis contre moi avant que je ne puisse prouver ce qu'elle faisait. C'était calculé, professionnel, sociopathique. J'ai fait une sauvegarde de tout ce soir-là. J'ai téléchargé les vidéos qu'elle a publiées avant qu'elle ne puisse les effacer. J'ai capturé chaque commentaire à chaque fois qu'elles étaient partagées, chaque fil de discussion. J'ai sauvegardé les métadonnées qui montraient quand elle les avait filmées et publiées. J'ai documenté quels amis avaient interagi, lesquels étaient restés silencieux, lesquels avaient choisi leur camp sans poser de questions. J'ai tout ajouté au dossier qui était déjà plus épais que les thèses de certaines personnes. Elle a essayé d'assassiner ma réputation avec un clip de 30 secondes. J'ai décidé qu'à la place, elle allait avoir un casier judiciaire permanent. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. La mise en demeure que j'avais envoyée des mois auparavant avait fait exactement ce qu'elle était censée faire, établir une notification légale. Elle l'avait signée, elle connaissait les règles, et elle avait continué à les enfreindre. Quoi qu'il en soit, mon avocat a commencé à monter 2 dossiers simultanément. D'abord, le volet pénal, en demandant une ordonnance de protection avec des preuves montrant des contacts répétés après qu'on lui a dit d'arrêter. Ensuite, le volet civil, en rédigeant une plainte pour diffamation, ingérence malveillante et harcèlement. La vidéo montée, les opportunités professionnelles sabotées, les appels sur mon lieu de travail, les photos et la surveillance. Son avocat pouvait essayer de bluffer autant qu'il le voulait. Nous avions la procédure de communication des pièces qu'il attendait. Relevé téléphonique, historique de compte, appareil, toute la trace numérique qu'elle avait laissée pendant plus d'1 an. 2 semaines plus tard, elle est apparue à ma salle de sport, la même que j'avais rejointe 2 mois auparavant, celle qui était à l'autre bout de la ville, celle dont elle n'aurait pas dû avoir connaissance car je n'avais dit à presque personne où je m'entraînais. Elle est tombée directement dans le premier piège. La mise en demeure avait été claire. Tout contact était une violation. Chaque mouvement après cette lettre était une preuve. Je n'ai pas interagi. Je ne lui ai pas dit un mot. J'ai terminé ma série, j'ai marché calmement jusqu'à la réception et je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un dans le bâtiment à qui la justice avait ordonné de rester loin de moi.
Je leur ai montré l'accusé de réception du courrier recommandé prouvant qu'elle avait été notifiée. Je leur ai montré sa photo sur mon téléphone pour qu'ils sachent exactement qui cherchait. Ils l'ont trouvée sur les tapis de course, et lui ont demandé de partir. Elle a discuté. Elle a dit qu'elle faisait juste du sport, que c'était une salle de sport publique et qu'il ne pouvait pas simplement lui interdire l'accès à des endroits où elle avait tout à fait le droit d'être. Ils s'en fichaient. Ils l'ont escortée vers la sortie et lui ont dit de ne pas revenir. Établissement privé, règles privées. J'ai déposé une main courante à la police cet après-midi-là. Un autre horodatage, un autre document prouvant qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. 3 semaines plus tard, elle a appelé directement sur mon lieu de travail. Elle a demandé mon superviseur par son nom, leur a dit qu'elle était inquiète de mon comportement et que je les harcelais, elle et son mari, et qu'elle craignait pour sa sécurité. Deuxième piège, même schéma. Elle pensait toujours qu'elle était intelligente, elle était juste prévisible. Elle a pleuré au téléphone, apparemment une performance très convaincante. Mon superviseur m'a appelé. Il avait l'air confus et un peu inquiet. J'ai ouvert le dossier, je lui ai tout montré. La plainte initiale au RH d'il y a des mois, qui avait déjà été examinée et rejetée, la mise en demeure avec sa signature, le rapport de police avec le numéro de dossier, l'incident à la salle de sport avec les déclarations des témoins. Il a regardé les documents pendant un long moment, puis a fermé son ordinateur portable. Cette femme doit arrêter d'appeler ici. Les ressources humaines ont enregistré cela comme une deuxième plainte malveillante provenant de la même source. Ils lui ont envoyé une lettre formelle avec l'entête de l'entreprise lui disant que tout contact supplémentaire serait traité comme du harcèlement et transmis au conseiller juridique. J'ai ajouté ça au dossier, page 120, à ce moment-là. Ensuite, j'ai demandé une ordonnance d'éloignement. Les tribunaux ne les accordent pas facilement. Il faut des preuves d'une menace crédible. Des contacts répétés après qu'on vous a dit d'arrêter, et un schéma démontrant qu'il ne s'agit pas seulement d'une dispute personnelle. Mais j'avais des horodatages remontant à plus d'1 an. Un courrier recommandé avec sa signature, un rapport de police avec un numéro de dossier, des documents des RH concernant 2 incidents distincts, des témoins de la salle de sport, un dossier qui forcerait n'importe quel procureur ou juge à prendre cela au sérieux. Le juge a tout examiné lors de l'audience préliminaire. Il a accordé une ordonnance d'éloignement temporaire sur le champ. L'audience complète a été programmée dans 3 semaines. Camille ne s'est pas présentée à l'audience complète. Elle avait été dûment notifiée, mais elle n'est pas apparue. Elle n'a pas envoyé d'avocat. Elle n'a contesté aucune des preuves. Mathis, lui, est apparu. Cependant, je l'ai vu quand je suis entré dans la salle d'audience. Il s'est assis au dernier rang, donnant l'impression d'avoir vieilli de 5 ans au cours des 3 mois écoulés depuis son mariage. Il n'a rien dit. Il n'a pas essayé de me parler avant ou après. Il est simplement resté assis là et a observé pendant que je présentais mes preuves et répondais aux questions du juge. Le juge a tout examiné méthodiquement. Il a accordé une ordonnance de protection complète d'1 an sans hésiter. Aucun contact sous aucune forme. Interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres, aucun contact par l'intermédiaire de tiers, aucune communication électronique, interdiction de se présenter à mon domicile, sur mon lieu de travail ou dans tout établissement que je suis connu pour fréquenter régulièrement. Les violations entraîneraient une arrestation immédiate. Mathis est parti avant moi. Il n'a pas établi de contact visuel en sortant, il est simplement sorti la tête baissée, comme s'il quittait un enterrement. 2 jours plus tard, la direction de l'immeuble a appelé. Quelqu'un avait essayé d'entrer en utilisant un code invité qui avait été désactivé des mois auparavant. Les images de sécurité ont montré que c'était Camille. Elle avait essayé à 3 reprises différentes. L'entrée lui a été refusée à chaque fois, elle est restée dans le hall avec un air frustré et a fini par partir. 3e piège. Elle était compulsive. Elle ne pouvait pas s'en tenir éloignée, même lorsque s'éloigner était la seule action qui ne la détruirait pas. J'ai envoyé les images de sécurité à la police. Ajouté au dossier existant, la direction de l'immeuble lui a envoyé une notification formelle d'intrusion, un autre document pour le dossier, un autre horodatage. 1 semaine après cela, elle a violé l'ordonnance d'éloignement. 4e piège. Le juge commençait à voir ce que j'avais documenté depuis le début, cette personne ne s'arrête pas. Elle est apparue dans mon café, s'est assise à une table à 2 tables de la mienne. Elle n'a rien dit, elle s'est juste assise là avec son téléphone,
m'observant du coin de l'œil comme si elle pensait être subtile. Je n'ai pas interagi. J'ai pris une photo d'elle assise là, avec ma table visible dans le cadre. Horodatage intégré automatiquement. J'ai noté l'heure exacte. J'ai rangé mes affaires et je suis parti immédiatement. J'ai appelé la police depuis ma voiture. Ils ont envoyé un agent en 10 minutes. Elle était partie à leur arrivée, mais j'avais la photo avec l'horodatage et les données de localisation. Ils ont déposé un rapport officiel de violation. Le juge a examiné le rapport de violation et les preuves photographiques. Il a regardé le schéma. Mise en demeure violée. Apparition à la salle de sport. Appel sur le lieu de travail. Tentative dans l'immeuble. Maintenant le café. 5 incidents distincts en 3 mois. Le juge a cessé de voir une situation chaotique et a commencé à voir que cette personne était compulsive. Il a signé un mandat d'arrêt le jour même. Elle s'est rendue 3 jours plus tard avec un avocat à ses côtés. Elle a payé une caution de 4 600 €. La date du procès a été fixée à dans 3 semaines. Les semaines précédant le procès ont été les plus calmes que j'ai connues depuis plus d'1 an. Pas de messages, pas d'observation, que le silence. Mais je savais qu'il ne fallait pas s'y fier. Les gens comme Camille ne s'arrêtent pas, ils se regroupent. Je suis resté sur mes gardes. J'ai continué à documenter. J'ai continué à vérifier mes rétroviseurs. L'ordonnance d'éloignement, c'était du papier. Le papier n'arrête pas quelqu'un de déterminé, il vous donne juste des munitions quand ils essaient. Violation de l'ordonnance d'éloignement. Je suis allé au tribunal un mardi matin, à la fin de l'automne. Je suis arrivé en avance, le dossier à la main, habillé de manière professionnelle. Camille n'a pas contesté les faits. Amende de 1 800 €. Thérapie obligatoire pendant 6 mois. Mise à l'épreuve pendant 1 an. Le juge lui a fait un sermon sévère sur le modèle de comportement qu'il avait observé. La salle de sport, le lieu de travail, l'immeuble, le café, chaque violation documentée avec des horodatages et des témoins. Il lui a dit que si elle comparaissait à nouveau devant lui pour quoi que ce soit lié à cette affaire, elle ferait face à une véritable peine de prison. 60 jours au minimum. Les conditions de la mise à l'épreuve étaient strictes. Tout contact supplémentaire, direct ou indirect, entraînerait une arrestation immédiate et il l'enverrait personnellement en détention dans l'attente d'une audience. Son ton a rendu les choses très claires. Il ne plaisantait pas. L'ordonnance d'éloignement a été prolongée à 2 ans avec des sanctions accrues. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Le divorce de Mathis s'est compliqué. Camille a essayé d'affirmer qu'il était dominateur et violent psychologiquement. Elle a engagé un avocat spécialisé dans l'art de dépeindre les hommes comme des méchants. Elle a essayé d'obtenir une pension alimentaire, l'appartement, la moitié de tout. Mais cette trace écrite que j'avais construite ne m'a pas seulement aidé, elle l'a aidé lui aussi. Son avocat spécialisé dans les divorces a obtenu des copies de tout. Rapport de police, ordonnance d'éloignement, plainte au RH, horodatage, courrier recommandé, arrestation, condamnation, boîte de photos. Mathis a trouvé les notes effrayantes qui documentaient ma vie. Mon procès au civil avançait simultanément. Son avocat a essayé de bluffer. Mon avocat a laissé tomber le dossier sur la table et a dit un seul mot, communication des pièces. Soudain, elle faisait face à des citations à comparaître pour des relevés téléphoniques, des comptes de réseaux sociaux, des messages supprimés, des historiques d'appareils. Tout ce qu'elle avait caché était sur le point de se transformer en preuve judiciaire. Elle ne pouvait pas affirmer qu'elle était la victime alors qu'il y avait des documents judiciaires montrant des schémas de harcèlement qui avaient commencé avant même qu'elle ne rencontre Mathis. Elle ne pouvait pas affirmer qu'elle était innocente quand il y avait une conclusion judiciaire prouvant qu'elle était une harceleuse. Elle ne pouvait pas se cacher derrière l'anxiété lorsque la communication des pièces mettrait en lumière chacun de ses mouvements calculés. Son avocat lui a conseillé un accord. Nous sommes parvenus à un accord pour un montant non divulgué qui couvrait mes frais de justice et un peu plus, ainsi que des dispositions de non-contact renforcées avec des sanctions automatiques en cas de violation. Elle a signé. Interlude, la fraternité. 3 jours après l'accord, Mathis est apparu chez moi. Il n'a pas envoyé de message d'abord, il s'est simplement garé dans mon allée vers 19 h un mardi. J'ai vu ses phares à travers la fenêtre et j'ai tout de suite su qui c'était. J'ai ouvert la porte du garage. Il est sorti en portant une boîte en carton et une clé USB.
Il semblait avoir vieilli d'une décennie. Les yeux cernés, les épaules tombantes. Le genre de fatigue qui vient quand on réalise qu'on a vécu avec une étrangère qui vous a étudié comme un projet scientifique. Il a posé la boîte sur mon établi. Il n'a rien dit au début, il est juste resté là à la regarder comme si elle pouvait le mordre. J'ai trouvé ça dans notre placard. Des photos de toi, des emplois du temps, des emails imprimés, tout un système de classement. Sa voix était plate. La clé USB contient le reste. Un compte de messagerie secret, des notes sur tes routines, des messages à d'autres gars pendant qu'on sortait ensemble. Elle planifiait ça avant de me rencontrer. J'ai regardé la boîte, je ne l'ai pas ouverte. J'en avais déjà assez vu dans mon propre dossier. J'ai choisi la facilité, a-t-il dit. Quand tu m'as montré les preuves, j'ai choisi de la croire parce que c'était plus facile, parce que je ne voulais pas voir avec qui je m'étais marié. Je n'ai pas répondu tout de suite, je suis juste resté là, dans le garage, avec le bourdonnement du plafonnier et sa confession flottant dans l'air entre nous. Nous n'avons pas repris une relation normale, ai-je fini par dire. Mais je ne te laisserai pas brûler. Tu as besoin de ça pour ton divorce. J'en ai besoin pour mon affaire. Faisons en sorte que ça compte. Il a hoché la tête. Sans excuse, sans un long discours de pardon, juste une reconnaissance des faits. Nous avons passé les 2 heures suivantes à étiqueter des preuves, à organiser les dossiers par date, à croiser les références de ses découvertes avec les miennes, à créer une chronologie montrant qu'elle me documentait avant même de lui avoir dit « je t'aime ». Chaque photo a été étiquetée, chaque note a été scannée, chaque message a été horodaté. C'était mécanique, procédural. 2 gars montant des dossiers de preuves sur un établi, comme si nous cataloguions des pièces pour la reconstruction d'un moteur. Quand nous avons eu fini, il a scellé les copies dans une enveloppe adressée à son avocat. J'ai gardé des doubles pour le mien. Il est parti sans grande cérémonie, juste avec un hochement de tête, avec la compréhension mutuelle que c'était transactionnel, pas une réconciliation. 1 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Le divorce s'est conclu sans qu'elle n'obtienne rien de significatif. Pas de pension alimentaire, une répartition équitable des biens communs. Au début du printemps, 4 mois après sa condamnation pour violation, j'ai entendu dire qu'elle racontait aux gens que j'étais la raison pour laquelle son mariage s'était effondré, que j'avais monté Matisse contre elle avec ma documentation obsessionnelle, que j'étais le vrai harceleur. Certaines personnes l'ont cru au début. Ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire n'ont entendu que sa version. Mais les dossiers judiciaires sont publics. Les gens ont commencé à les chercher, découvrant l'ordonnance de protection, la violation, l'arrestation, la condamnation, l'accord civil, les documents de divorce faisant référence à des preuves crédibles de comportement de harcèlement antérieur au mariage. Le récit a basculé discrètement. Pas de scène dramatique. Les gens faisaient les liens, des amis communs qui étaient devenus silencieux ont recommencé à me contacter en s'excusant. Le groupe de discussion qui m'avait mis à l'écart a soudainement reçu des messages comme « Mon Dieu, je n'en avais aucune idée » et « Mon pote, je suis désolé qu'on ne t'ait pas écouté. Je ne m'en suis pas vanté, je n'en ai pas eu besoin. » Les personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Ceux qui avaient vu le dossier étaient dans cette salle d'audience, l'ont vu se faire arrêter, ont lu les conclusions du tribunal qui prouvaient tout ce que j'avais dit depuis le premier jour. Elle a perdu son mariage, son argent, son cercle social et son masque. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas accepter que je ne sois pas intéressé. Voici la version courte. 3 semaines après la finalisation du divorce, je l'ai vue pour la dernière fois. Un supermarché différent, dans un autre quartier de la ville. J'étais devenu doué pour l'imprévisibilité. Au rayon des fruits et légumes, je prenais des pommes quand j'ai ressenti ce picotement familier dans la nuque. Elle était là, au bout de l'allée, son caddie devant elle, sans même faire semblant d'acheter quoi que ce soit, me regardant simplement à travers 10 mètres de légumes. Elle a commencé à marcher vers moi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Elle s'est arrêtée à environ 3 mètres de distance. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai pas baissé le téléphone. Tu as ruiné ta propre vie. Je n'ai fait que le documenter. Je t'ai aimé dès le moment où je t'ai vu à cette fête et tu m'as traité comme si je n'étais rien. Je t'ai parlé pendant 10 minutes à une fête. Ce n'est pas de l'amour. Tu as inventé une relation qui n'a jamais existé et tu m'as harcelé pendant plus d'1 an parce que je n'ai pas voulu jouer ton jeu. Son visage s'est crispé. Tu aurais pu me donner une chance.
Je ne te dois rien. Ni mon temps, ni mon attention, et certainement pas une chance. Elle a fait un pas en avant. J'ai élevé la voix juste assez pour que les autres clients regardent. Vous êtes en train de violer une ordonnance d'éloignement en ce moment même. Il y a des caméras partout. J'enregistre. Un pas de plus et vous allez en prison. Le juge a été clair à ce sujet. Elle s'est arrêtée. Puis quelque chose s'est brisé derrière ses yeux. Pas de manière dramatique, juste un petit changement, comme une lumière qui s'éteint. Elle s'est retournée, a abandonné son caddie et est sortie sans dire un mot de plus. J'ai continué à enregistrer jusqu'à ce qu'elle parte. J'ai appelé la police. Ils ont pris ma déposition, ont examiné les images, et l'ont ajoutée au dossier. Elle a essayé de me faire paraître dangereux. J'ai rendu les choses officielles. Je n'ai pas vu Camille depuis plus d'1 an. Pas de compte, pas d'observation, pas de message, pas de Polaroid. Mise à jour, le divorce est finalisé et Camille a enfin disparu du tableau. Le silence, pour une fois. Puis Mathis se pointe chez moi à l'improviste. Pas de message, pas de « tu es à la maison ». Juste lui dans mon allée, comme s'il savait que s'il me laissait du temps, je dirais non. Il a l'air détruit. Pas théâtral, juste épuisé. Le genre de fatigue qui vous prend quand vous réalisez que vous avez ruiné votre propre vie et que vous avez entraîné celle de quelqu'un d'autre avec vous. Il n'essaie pas de l'expliquer. Il ne se défend pas, il dit juste qu'il est désolé. Il dit qu'il a choisi le mensonge facile à la vérité laide quand je l'ai prévenu. Il dit qu'il a laissé une femme qu'il connaissait à peine s'interposer au milieu de 14 ans d'amitié. Puis il me le demande directement. Pas, restons amis. Pas, on peut se parler parfois. Il me demande si je peux lui pardonner et redevenir proche comme avant. Il dit qu'il fera tout ce qu'il faudra, et il le dit d'une manière honteuse, sans fierté. Et moi je suis là, debout, en pensant que mon ami m'a manqué, mais je me souviens aussi d'avoir été traité comme le méchant pendant qu'il jouait au papa et à la maman avec ma harceleuse. Alors, dois-je lui pardonner et devons-nous reconstruire? Ou est-ce qu'un « je suis désolé » arrive trop tard, alors qu'il a vu ma vie se faire détruire et qu'il m'a quand même dit de laisser couler?